Voilà, merci. Alors, parler du Sahara, c'est vaste. Hein. Déjà, le territoire est énorme et ça va être difficile. Mais on a quand même fait ici au Cercle de Toulouse 14 éphémérides sur le Sahara. Donc, alors c'est à partir de ces éphémérides, je ne les ai pas tous pris, et il a fallu faire un choix. Donc, je vais m'inspirer, c'est des morceaux choisis. Ce qui m'a le plus inspiré, ce qui va permettre de découvrir le Sahara à travers beaucoup de choses. Donc l'organisation des territoires, d'abord, les pionniers, tous ceux qui ont exploré et pacifié le Sahara, ça c'est une grande période. Hein. Ah, donc on verra avec qui, le commandant Lamy, Aurélie Picard, le pacificateur, le général Lapérine. Et puis après on a travaillé le Sahara, c'est-à-dire qu'il a bien fallu y faire des routes, gérer les populations, et puis découvrir des choses extraordinaires comme le pétrole et toute l'archéologie qui va avec. Donc on a même découvert une mine de diamants, etc. Bon, pour cela, il a fallu créer aussi des aéroports, etc. Donc la mise en valeur du Sahara, on va parler de tout ça, sachant qu'aussi au Sahara, il y a des traditions, les traditions touareg, vers le sud. Hein. Alors vous avez une carte là qui vous agrandit un peu le sujet. Donc le sud, c'est le Hogar et la Tafilalet, etc. Voilà. Et ensuite, c'est pas grave. Voilà. Alors on va commencer par l'organisation, parce que on s'aperçoit que le Sahara n'a pas été géré comme les départements français. C'était un grand territoire. Et au départ, c'était simplement les territoires du Sud. 57. Voilà. Et c'est en 1957 seulement qu'on a mis une administration, calquée un petit peu sur les préfectures, donc pour gérer le Sahara. C'est l'organisation des régions sahariennes. Alors voilà la dimension qui sera, là j'ai volontairement enlevé, vous voyez l'Algérie en haut. Et voilà la partie du Sahara qui va être gérée. Donc au sud, vous avez le massif du Hogar. Ici, le Grand Tergue. Voilà, le Grand Tergue. C'est là qu'on va découvrir le pétrole. Voilà. Alors l'organisation va prendre cette allure. Au nord, où on reconnaît, en 1957, c'est là où ont été créés tous les départements d'Algérie, avec toutes les lettres qu'on a eu du mal à se rappeler. Hein. Médéa, c'était le 9E. Hein, voilà, les Algérois, le 9A. Le Rannais, le 9M. Voilà, hein, donc chacun a gardé sa plaque minéralogique de voiture, j'espère. Hein, voilà. Donc c'était. Et les départements, on va créer donc 2 départements. Le CRS est constitué à l'origine de départements sahariens, le 8A et le 8B. Avec les préfectures, Colombéchar d'un côté, pour le bleu, la partie bleue, 8B, et Ouargla pour l'autre côté. Voilà la préfecture de Ouargla. Hein, alors l'OCRS a pour mission, sur plusieurs missions, un plan économique et social. Alors promouvoir, si possible, le niveau de vie des populations et assurer une promotion sociale dans le cadre d'une évolution qui tiendrait compte quand même de leur tradition. On a affaire à des Touaregs au sud, à des Chamba plus au nord, avec des religions musulmanes, mais un peu différentes entre le nord et le sud. Et donc il fallait accorder tout ça, au niveau tradition. Alors voilà un peu les populations et les différents bassins de population, essentiellement au nord, ici, les Chamba. Et le sud, ici, les Touaregs, Tamamrasset, et puis à droite, El Jouli. Voilà. Donc, en harmonie avec les programmes de développement du plan de modernisation et d'équipement qui était lancé sur l'Algérie, il fallait donc préparer et coordonner les programmes d'études et de recherche pour le développement de ces régions. En fonction des résultats de ces recherches, faire des inventaires, programmer les mises en valeur dans tous les domaines énergétiques. Alors, là, je vous montre les populations telles qu'elles vivaient. Là, c'est les populations du Hogar. Et c'est une très belle photo du musée du Crès
à Montpellier. Surtout si vous devez faire, on en parlera à la fin, allez visiter ce musée, c'est une merveille pour le Sahara. Voilà. Alors il y a l'énergie qu'il va falloir mettre en valeur, le pétrole, on va en reparler plus loin, mais vous voyez déjà les découvertes que l'on va faire. Donc on va descendre, Ouargla ici, Togourt et Edgelé plus bas. Voilà. Donc le pétrole d'Edgelé va s'évacuer par la Tunisie, et l'autre, Ouargla Simé Saoud, par et Bougie. Voilà. Donc vous avez Simé Saoud, ici les différents puits. Voilà. Donc le pétrole va se mettre en valeur. Il y a toute la partie minière. Alors on va découvrir au Sahara une grande partie de mines, dont des mines de diamants. Alors, là, je ne sais pas si vous voyez bien, mais il y a du fer, du cobalt, du manganèse, du cuivre, etc. Et c'est tout autour, un grand cercle autour de Colombéchard. Donc on est à 400 km, je crois, de Rouen, là, et hop. Et donc la voie ferrée qui allait jusque-là, et on va exploiter toute cette zone, sachant qu'on va découvrir ensuite des mines de diamants un peu plus loin. Voilà. Du côté de Tamanrasset et de l'Arak, on va découvrir ici des mines de diamants. Platine, diamant, puis voilà. Voilà, donc tout ça était encore exploité aujourd'hui. Alors il fallait mettre aussi en valeur l'hydraulique. Et donc les pluies artésiens qui ont permis de récupérer l'eau. Il y avait d'immenses ressources en eau, mais malheureusement une nappe fossile, c'est-à-dire qui ne se régénère pas. Et donc on a pompé pour le pétrole, etc. Mais on en trouve encore. Voilà. Et il a fallu aussi établir, toujours dans l'OCRS, les transports et les communications. Il fallait mettre en route un réseau pour les avions, pour les voitures. On a tenté pour les trains en pensant aux transsahariens. Là, ça a fait un peu de chauffage. Voilà, et il fallait aussi assurer les centres de vie à vocation agricole ou industrielle, donc par exemple les palmiers dattiers qui étaient exploités du côté de Biskra, Tougourt. Voilà, et là il y avait de grandes ressources industrielles agricoles. Alors continuons. Alors, tout ceci appellera un délégué général, un comité technique, une commission technique, bref, une organisation pour gérer au mieux ces territoires du Sud, différentes des territoires de l'Algérie. Ceci durera jusqu'en 1967, 57-67, car la France avait gardé, heureusement jusqu'en 67, la mainmise sur les bases de Colombéchard et d'Amaguir. Depuis, le Sahara, malheureusement, épuise ses ressources énergétiques, et on peut, normalement, il devrait exploiter le tourisme, mais vous savez que de temps en temps, il y a des exactions et des rébellions locales qui font que même le tourisme, qui avait repris un peu le dessus pour apporter des ressources au Sahara, commence à être un peu difficile. Donc voilà, à Simé Saoud, le pétrole, on en reparlera, c'est la maison verte. Et puis, les fameuses des compagnies sahariennes, là, du temps de l'AMI, jusqu'à la fusée Diamant. Voilà ce qu'on a réussi à faire au Sahara en y mettant une administration correcte. Donc, c'est une longue introduction, mais qui vous situe bien On va parler maintenant des pionniers. Alors, dans les pionniers, j'ai fait un choix. On pourrait parler de Charles de Foucault, de René Caillé, de Joseph Perret, de Saint-Exupéry, du professeur Monod, de Duveyrier, d'Isabelle Ebrard. Bon, bref, il y en a tellement que j'ai choisi trois morceaux. La mission Lamy, c'est-à-dire la pacification du Sahara, la pacification en partie du Sahara,
Puis Aurélie Picard, ça c'est une petite sortie vers la Guatte. Et puis ensuite, on passera à La Périne, qui lui a été le vrai pacificateur et qui a achevé tout ça, toute l'œuvre au Sahara. Alors parlons de Amédée François Lamy. Il est né en 1858 à Mougins. Il fait ses études à Saint-Cyr, etc. Il arrive au premier tirailleur à Blida. Il se bat en Tunisie. Et il est nommé chef de poste à El Goléa. Il se passionne pour le Sahara et apprend à exploiter ses qualités de méhariste. Il se dit la cavalerie des dromadaires, il est fasciné par ça. Et il dit personnellement, si je serais vraiment heureux, lorsque je serai capable de vivre sans manger ni boire, en ce moment je tente ce genre d'existence, mais j'obtiens seulement un maigre succès, je suis obligé de manger plus de 6 dates à mes repas, et ceci est affligeant. Il était en train d'essayer de devenir méhariste. Voilà. Il met en place la fameuse expédition. Voilà, il est là sur cette vue, vous l'avez avec De Foucault. Là. Donc il met en place la fameuse expédition Fourreau-Rebelle-Lamy, qui le 23 septembre 1892 laisse derrière elle Ouargla, pour aller sur le Grand Ergue et par-delà vers le Tchad, qui était le but. Donc, ce qu'il voulait faire, c'était traverser de part en part le Sahara et aller jusqu'au Tchad. Le commandant Lamy, malheureusement, fut tué au combat de Kousséri et ainsi finit une vie ardente à la grande gloire d'un pays africain. Voilà. Malheureusement, malgré tout ce qu'il avait donné pour le Sahara, ça a fini par un assassinat. Le sculpteur Émile Gaudissart, parce que ça, je parle de Lamy, parce qu'à Alger, il y avait un monument à sa mémoire. C'est le sculpteur Émile Gaudissart, celui qui a fait de magnifiques sculptures qui sont toujours au Jardin d'essai d'Alger, qui a été chargé de l'exécution de ce monument. Et le lieutenant-colonel Rebelle, qui fut le chef de la mission saharienne, qui se rend à l'atelier de l'artiste et qui dit « Oh, mais c'est ressemblant, c'est exactement lui !» Alors ce buste a été mis en mai 1906 au square La Ferrière, en présence du commandant Jonard. Voilà. Donc, mais ensuite, il a été déménagé et je crois qu'il est perdu quelque part. Non, il est retourné à Mougins. Voilà. Deuxième figure dans les précurseurs, c'est-à-dire ceux qui sont rentrés au Sahara, mais d'une autre manière. Alors il y avait Isabelle Eberhardt, mais je trouve qu'Aurélie Picard a un peu de piquant. Elle est née en 1849 à Montigny-le-Roi, en Haute-Marne, les modistes. Elle est engagée comme dame de compagnie au château d'Arc-en-Barrois. La défaite française de 1871 face à la Prusse l'entraîne auprès du ministre des Postes du gouvernement en exil à Bordeaux. Et là, elle rencontre Sir Ahmed Tidjani, en exil à Bordeaux, et qui s'éprend d'elle. Donc, à cette époque, Aurélie était une fille de belle taille, vous la voyez là. Elle avait beaucoup de noblesse et d'élégance, sa peau claire, ses cheveux bruns et longs, son regard gris énigmatique séduisait bien des hommes. Ainsi le prince dira d'elle, elle sera, si elle le veut, la femme qui partagera ma vie et mon royaume et vivra dans la constante bénédiction de la baraka. Le mariage fut célébré à Alger en 1871 par Monseigneur Lavigerie et le mufti Boukandoura. Avant de partir pour la Guatte, pour Aïn Maïdi, le couple devra attendre l'autorisation de quitter Alger et le voyage durera 20 jours d'Alger à la Guatte. Donc Aurélie sut se faire accepter sous le nom de Laïla Yamina et vécut à la Guatte où le prince avait un palais. La vraie cause de son succès fut sa bonté, une bonté sans faiblesse. En 1886, la mère de Sir Ahmed mourut dans ses bras en la bénissant. Et elle s'occupa des malheureux, s'apitoya sur leur sort, pensa à leurs plaies, lava les yeux des malades,
J'aurais pu prendre voilà, Antoine, le docteur Antoine, mais elle était déjà en avance sur ce que fera le docteur ensuite. La propreté de l'hygiène, fille des miracles. Bientôt, elle put faire venir d'Alger des médicaments agissant sous l'égide de la France. Elle n'était rien simplement épouse. Voilà. Là, son beau palais de la Guatte. Elle obtint de Siamet l'accord à 7 km d'Ain Meidi, une exploitation agricole pour enrichir la Zaouïa. Elle avait des idées et elle s'est dit, on va se lancer. Et elle a fait une exploitation de palmiers, là. Elle se fit architecte, ingénieur, agronome, toujours avec succès. Et en 1888, elle s'installa dans un somptueux logis dont elle avait fait les plans à Courdane. Et une nouvelle oasis était née. Là, le palais de Courdane, ce qu'il en reste aujourd'hui. Hein, c'est perdu dans les sables. C'est un palais fantôme, mais il existe loin de la Guatte. Alors, elle mourut en avril, le prince meurt. Son frère, El-Bachir El-Tidjani, en accord avec le notable, a pris la tête de la confrérie. Et il proposa alors le mariage à Aurélie, naturellement, le frère, qui prend la suite. Et il était indispensable pour une bonne gestion d'Aya Zaouïa. Mariage de raison. Simple formalité politique, dit-on, qui a eu lieu à la Guatte. Elle fut décorée du mérite agricole, pour tout ce qu'elle avait monté près de la Guatte. Elle revint en France de 1920 à 1922. Elle avait 73 ans. Puis ce fut à Blida, puis à Sidi Bel Abbès, et revint à Ain Meidi en 1928, nommée chevalier de la Légion d'honneur. Elle fut décorée en 1931 par le général Rollet, le jour de la fête de la Légion. Et elle rendit son dernier soupir à Courdane. Voilà le palais. Voilà un dessin, ça c'est un dessin d'Aurélie, et surtout la petite, voilà, tout de ce dont j'ai parlé, voilà la Guatte, qui est donc le principal, et Ain Meidi et Courdane. Voilà. Et c'était sa Zaouïa était là. Voilà donc l'histoire romantique de la princesse des Sables, Aurélie Picard. Elle fut enterrée à Courdane, à côté de son époux Siamel. Les obsèques furent célébrées avec solennité en présence des autorités civiles et militaires. Sa vie romantique a fait l'objet de plusieurs romans. Voilà. Alors passons encore à un grand pacificateur du Sahara, dont j'en ai choisi un, La Périne. Lyautey, en 1917, est ministre de la guerre. Il décide de confier à La Périne, le plus illustre des Sahariens, un vaste commandement saharien couvrant l'Algérie, la Tunisie, la OF, avec comme PC la Guatte. Il avait tout à pacifier. Alors La Périne va contraindre les fractions dissidentes à se faire soumission. Il obtient des résultats en 1918 grâce à l'aide de Moussa Ag al-Naspaz, l'ancien ami local du Hogar, dont il prendra la défense. Il sait que l'ami de Foucault a été contraint et forcé de se rendre à Agadez et sans participer à l'insurrection. C'est-à-dire qu'il y a au niveau du Hogar, les différentes tribus se chamaillaient beaucoup, et donc c'était à la fois pour garder des puits, garder des pâturages. C'était à chaque fois des bagarres sans nom qui ne faisaient pas trop de morts, mais enfin la France a essayé de mettre un peu d'ordre, et ça s'est fait un peu avec Charles de Foucault, qui était à ce moment-là à Tamanrasset, mais qui fut tué le 1er décembre 1916, comme vous le savez. Alors, on raconte même que La Périne aurait dressé de sa main la liste des 103 bandits ayant participé à l'assassinat de Charles de Foucault. Bon. En 1919, le commandement intersaharien est supprimé et La Périne aura pacifié le Sahara en 34 mois. Pacifié, c'est beaucoup dire, c'est-à-dire qu'ils faisaient des réseaux, ils arrivaient à détruire une colonne de Touaregs qui passait par là, ils allaient à un autre endroit, un autre réseau, on pacifiait, mais à force,
les Touaregs se sont habitués à la présence française et n'attaquaient plus les postes et s'attaquaient entre eux. Donc c'était ce qu'on appelait la pacification du Sahara. Donc en 1920, alors là on va voir justement la mort de la Périne, parce que c'est un petit drame important et qui a marqué le Sahara, et là on comprend ce que c'est que le mourir de soif, ce que c'est que la dureté de l'herbe et du soleil. Alors, un petit aparté donc sur le départ. Le 18 février 1920, la Périne s'envole avec son mécanicien Vasselin à bord d'un Breguet 14 piloté par le pilote Bernard. Dérouté au départ de Tamanrasset par des vents de sable et en panne d'essence, le Breguet s'abîme dans le désert du Taneslouf. C'est un pays vide, la brûlure du désert est absolue. Blessé aux côtes et à la clavicule droite et à un genou, la Périne marche difficilement. Le 19 et 20 février, 3 hommes décident de faire une reconnaissance à l'ouest de l'Adrar, sous un soleil de feu, dans l'espoir de trouver de l'eau et peut-être des secours. Revenus épuisés à l'épave, ils récupèrent 16 litres d'eau du réservoir de l'appareil. 6 jours de soif et d'attente déjà. À nouveau, Bernard et Vasselin tentent une nouvelle échappée. Le 4 mars, la Périne, la bouche remplie de sang, a perdu tout espoir. Les enfants, on croit que je connais le désert, mais personne ne le connaît. J'ai traversé 10 fois le Sahara et j'y resterai à la 11e. Et il meurt le 5 mars à midi. 7 nouveaux jours d'attente. Alors voilà l'avion qui a servi d'abri momentanément à la Périne et à son équipage. 7 nouveaux jours d'attente. Bernard rédige un billet sur lequel il est écrit le 12/3/1920 à 21h, n'ayant plus d'eau ni de vivres, nous nous donnons volontairement la mort. Ne comprenons pas qu'au bout de 23 jours, on ne nous ait pas retrouvés, ou si on a fait des recherches. 23 jours, on savait qu'ils étaient partis, on savait la direction qu'ils prenaient avec leur avion, il y a quelque chose qui se passe. Alors nous disons adieu à cette terre. Ils remettent quand même le suicide au lendemain. 14 mars, il est 8 heures. À l'agonie, Bernard entend et croit entendre un dromadaire qui blatère. Voilà, et il tire en l'air les 3 cartouches qui lui restaient. Une colonne de méharistes proche, c'est celle que vous voyez à l'image. Hein. La vie, le salut. Hasard autant plus incroyable que cette colonne ne les cherchait pas. Et Vasselin, qui dit à Bernard, tu vois, il y a un Dieu. Leur résistance à quelque chose de surnaturel, 24 jours. Le commandant La Périne sera inhumé à Tamanrasset auprès de son ami Charles de Foucault. Les 2 grands sahariens se trouvaient alors réunis. Et voilà le monument qui n'existe plus, malheureusement. Il existe encore un petit mausolée, mais c'était réduit. Et voilà ce qu'on appelait une compagnie saharienne qui était chargée de pacifier le Sahara. Et vous avez le magnifique bronze dédié à La Périne et Foucault. Alors, La Périne est à... le bronze, il est à l'école à Saint-Cyr-Couëtquinan. Voilà. Et La Périne, ses ossements ont été enlevés de Tamanrasset et ils sont en France, je crois, du côté de Krasnodari ou un truc comme ça. Il a été rapatrié dans le sud-ouest. Mais je n'ai pas l'adresse exacte. Alors nous allons passer maintenant à l'exploration. On a vu comment les pionniers se sont adaptés au Sahara, un manque d'eau, voilà. Mais il a fallu quand même faire de belles choses et on a exploité justement. Alors il y a 2 volets. Le volet très, très moderne, les fusées, et puis au contraire l'archéologie à travers la mission Berliet-Ténéré.
Alors le centre d'essai d'engins spatiaux. Dans notre exploitation du Sahara, justement, on a créé à Colomb-Béchar, le 24 avril 1947, juste après la guerre, et le CEIS, qui est devenu interarmé. C'est un polygone à partir duquel seraient lancés des engins spéciaux type fusée, qu'ils soient sol-air, air-sol, sol-sol, qui permettraient d'effectuer des mesures indispensables pour la mise à feu de ces engins. Tout ce qui se faisait dans les Landes et qui commençait à se faire après la guerre grâce au V2 qu'on avait récupéré en partie, certaines, comme les Américains, les Français se sont lancés dans une exploration de type fusée et avoir des armements, etc. Donc ça a commencé dans les Landes, à Biscarrosse, il y a encore des bases qui existent, hein, mais le Sahara était un miracle pour tous ces scientifiques de pouvoir avoir une vraie base. Voilà. Et la petite oasis de Colomb-Béchar rendait cette base possible, on pouvait mettre du personnel, il y avait une piste qui arrivait, 2 voies ferrées, dont une à écartement normal, et qui reliait au Oran, situé à 700 km au nord. Alors les conditions favorables de tir sont l'ensoleillement naturellement, un ciel d'une pureté rare qui permettait l'emploi de capteurs des capteurs optiques 250 jours par an sur 365, c'est-à-dire qu'on pouvait à vue suivre les lancements. Une extension possible fut ensuite envisagée vers le plateau qui se trouvait à une centaine de kilomètres vers le sud-ouest de Béchar. Et en 1949, les premiers engins seront lancés d'un petit champ de tir, le B1. On y tirait des engins de courte portée car la profondeur de tir était limitée par le relief. La présence de la frontière marocaine à l'ouest et les agglomérations de Colomb-Béchar et de Kenadra. Donc on est tout à fait, moi je le passe là, voilà. On est ici, Colomb-Béchar, et par rapport à l'ensemble du Sahara, on est vraiment à la limite ouest. Ici vous avez le Maroc et puis la Mauritanie, hein, et puis la partie qui se dispute. Voilà, donc il fallut agrandir ce champ de tir. B2 fut créé à Amaguir, non créé pour la circonstance en prenant Amada et Guir. Ça a donné Amaguir. À 120 km au sud-ouest de Colomb-Béchar, sur un plateau. Amaguir présentait des dégagements importants, parce que là on était sur un plateau, on pouvait tirer les fusées très loin, avec des réceptions possibles d'engins à 3000 km au sud-est en raison de l'étendue désertique. On tirait vers Tamamrasset. Hein. Donc on avait 3000 km de champs et on pouvait laisser retomber les morceaux de fusée. C'est ainsi que le déploiement d'appareils des mesures de B2 furent décidés sur un axe de tir en direction du Tchad et des travaux géodésiques furent exécutés. Voilà un site de lancement. Vous voyez, donc c'est assez rudimentaire, c'est la fusée Véronique. Alors, à partir de 1952, est construit le pas de tir Brigitte, affecté au programme des fusées expérimentales de série des pierres précieuses. Agate, saphir, émeraude, topaz, rubis, donc, et on est arrivé ensuite à ce qui était tous les précurseurs du lanceur Diamant, qui a donné naissance ensuite à la fusée Ariane. La base permet de lancer des satellites sous faible inclinaison, 34 degrés, au minimum et 40 au maximum. Plus de 200 fusées, 218 exactement, auront été tirées au Sahara. Ce qui a permis à la France de faire d'énormes progrès en balistique, en charge poudre, pour les moteurs, enfin en moyens de guidage, etc. Ça a été une... Alors, je parle beaucoup de ça parce que comme j'ai fini ma carrière à Alcatel, et qu'on était dans les fusées, dans les satellites, et toutes ces retombées, on les a retrouvées ensuite dans notre boulot. Voilà, les fusées Véronique et Vesta, voilà, avec les champs de tir. Je continue. Voilà donc, c'est assez rudimentaire, mais comme base, vous voyez, c'était les radars de suivi, là, et puis des petits bungalows, c'était pas grand-chose. Hein.
donc le centre de tir, et puis les techniciens au travail. On avait un technicien ici, M. Ville, qui a travaillé plusieurs fois, qui a été plusieurs fois en mission dans les petits conteneurs au chaud. Voilà. Donc, on a lancé les différents satellites. Le premier satellite A1, le premier satellite français, celui qui fait bip bip comme les Russes, là, a été lancé d'Amadir. Ouais, le satellite A1, donc, en 1965. Ouais, parce qu'en 1962, l'indépendance de l'Algérie provoque un changement majeur de programme des champs de tir. En limitant à 2 polygones d'essai, il fallait rétrécir notre implantation. On a modifié l'implantation des matériels et on lançait plutôt les fusées plutôt à la verticale qu'en parabole. Donc les moyens vont être diminués, mais on a gardé suffisamment. Le CNES procède alors à des expériences scientifiques au profit des laboratoires du LAS. Poursuit son développement avec les équipes. Le CEIS va enfin se lancer dans le spatial, comme je vous l'ai dit, et dans ce club fermé, disons, des puissances spatiales, et ça sera en 1965, heure de Paris. 3 autres diamants seront lancés par la base, en 66, diapason D1, 67, le 8 février 67, diapason D1C, et le 15 février 67, D1D. Donc le 1er juillet 1967, 20 ans après sa création, le CEIS est remis aux autorités algériennes. Comme le prévoyaient les accords d'Évian de mars 62, nous on les respecte. 800 scientifiques et techniciens y travaillaient, et le centre faisait vivre près de 3000 personnes, ne serait-ce que pour le ravitaillement, le maintien des piscines, etc. Donc, voilà. Donc, petit aparté qui complète ceci, c'est en février 60 qu'on a pu faire exploser la première bombe atomique française au Sahara. Donc, il y a eu 4 explosions atomiques au Sahara. La deuxième était catastrophique puisqu'elle a démoli une montagne et qu'il y a eu d'énormes pertes, c'était le premier essai souterrain, d'énormes pertes radioactives. Donc, et les 3e et 4e se sont mieux déroulés. Voilà un peu le lancement de la première bombe atomique française. Vous avez ici un petit dessin. Vous voyez, la bombe est ici, un pylône. Et il y avait, quand on avait mis des avions, des chars, etc. Et puis les hommes étaient protégés par une vague dunes et derrière des bâtiments pour pouvoir faire les mesures. Et c'est là qu'on a fait beaucoup de dégâts. Voilà. Tu sais ce que sont devenues ces installations maintenant à la fois de fusée? Alors, toutes les installations ont été détruites. Pourquoi? Voilà, alors, voilà, je vais vous dire. Depuis l'aventure spatiale est partie, donc une partie des installations, instruments, etc., est partie en Guyane, à Kourou. Voilà. Et le Sahara donc, a permis de se doter de l'arme atomique. Mais dans les accords d'Évian, il fallait qu'on nettoie le Sahara. 2 compagnies de légionnaires ont travaillé pendant plus de 6 mois à peu près à sillonner toute cette zone entre Adrar et Tam et à récupérer tout ce qui était morceaux de fusée, etc. On n'a pas rendu le Sahara propre, mais on a fait des efforts pour que toute trace de trucs atomiques français soit mis à jour. Voilà. Mais le pas de tir des fusées. Alors, tous ces pas de tir, tout ça a été démonté, etc. Rapatrié, et essentiellement, tout ce qui a pu être démonté, etc., a été rapatrié à Kourou. Par contre, là, on avait mis des avions et des chars qui sous l'effet de la bombe atomique, ont été irradiés complètement, etc. On n'a pas laissé de débris, comme ça, on a nettoyé. Voilà. La radioactivité, les résidus de radioactivité, on sait ce qu'elle donne? Il n'y en a plus. Au Sahara, il n'y en a plus. Puisque l'Algérie voulait construire un générateur, enfin,
d'une pile atomique. Et ils n'ont pas pu. D'abord au Sahara, il fallait un refroidissement, etc. Et ils l'ont construit à Aïn Nusserat. Donc, puis après, ça, ils ont vu qu'ils n'avaient pas de chance de continuer l'aventure atomique et l'Algérie a arrêté toute trace. Et au Sahara, il n'y a plus rien. Voilà. Donc ça, c'était la partie scientifique qui était intéressante, vous voyez, qui nous a amené loin. De là, on est parti à Kourou. Et on va revenir sur la Terre avec la mission. Alors, la mission Bernier-Ténéré, c'est pour aller un peu dans la... dans l'histoire ancienne du désert, l'archéologie. Alors la mission Bernier-Ténéré, là, ceux qui auront le temps, il y a la carte qui était, que j'ai ramenée, c'était la carte qu'avait papa, on lui avait donnée en tant que vendeur de camions Bernier, là, il avait eu droit à la carte, le livre, etc., de la mission Ténéré. On va voir comment elle s'est déroulée. Et voilà, une partie de cette carte, vous voyez là, voilà la mission, elle va partir de Djanet. Alors là, on était à gauche dans le Sahara, on va partir totalement à droite, côté Djanet et côté Fort-Lamy, hein, au-dessus du Tchad. Voilà. Alors, cette mission a eu lieu en 59 et 60 dans le but de tester les camions destinés aux pétroliers. Les fameuses gazelles, c'était des GBC 8, c'était des 6-6 et 6 roues motrices. 2 à l'arrière, 4 à l'arrière, 2 à l'avant. Et là, ça donnait... Donc, ces camions ont été testés, disons, fin 59, et elle reviendra après 4968 km, sans le moindre incident mécanique, à Alger, en 1960, avec une collecte très importante d'éléments, de données scientifiques. Alors là, vous avez le départ des gazelles, là. Des camions. Alors, au cours de ce périple au fin fond du Sahara, 8 personnes composaient l'équipe scientifique, c'est-à-dire M. Blanc-Gernon, M. Cornet, M. E, M. Hugo, M. Moni, M. Néglé, Petit et le docteur Vernier. Nous nous intéresserons aux travaux du professeur Moni, chef de la section archéologique préhistoire de l'Institut français d'Afrique noire. Au cours de cette mission, il montrera un grand discernement scientifique et c'est ainsi qu'on lui doit la découverte du premier gisement de Pepeltoul sur les banquettes de l'Ain Affelale. Comme tous les savants, une fois lancé sur la piste, Moni ne sent plus sa fatigue. Au moment des départs, on s'apercevait toujours, au désespoir de Maurice Berlier qui menait la mission, que Moni et Hugo manquaient à l'appel. On retrouvait généralement le retardataire parcourant le règle, la tête baissée à la recherche de ces fameux cailloux. Voilà. Et voilà en train de chercher. La découverte du professeur Moni fut faite le 19-11-1959, comme le retrace le bulletin d'information numéro 2 de la mission Ténéré, sur des traces de civilisation dont les plus anciennes remontent environ à 600 000 ans, viennent d'être découvertes en plein Sahara par le professeur Raymond Moni. Ce dernier remarqua à 10 km du puits d'Inafalele, en pleine immensité où nul n'a probablement mis les pieds depuis des siècles, des cailloux jonchant le sable par endroits. Il découvrit qu'il s'agissait de quartz grossièrement taillés sur 2 faces aiguës. Il reconnut les premières armes dont les hommes eurent l'idée de fabriquer. Nos ancêtres de l'extrême préhistoire, à 600 000 ans, constatant que leur poing ne suffisait pas toujours à l'emporter sur leurs adversaires, eut l'idée de fermer le poing sur une pierre et de frapper brutalement. Ils imaginèrent entailler grossièrement les 2 faces avec une pierre pour la rendre plus dangereuse. Ce sont les premières tentatives d'adaptation de l'homme à la nature. Donc voilà les recherches qui ont été faites. L'avantage, c'est que malgré les camions, il y avait un hélicoptère qui permettait justement de repérer les zones intéressantes et de dire aux savants, c'est là qu'il faut creuser un peu là, un peu là. Donc, on n'a jamais relevé en Europe de traces aussi anciennes de l'intelligence de l'homme. 4 autres gisements seulement de cet intérêt sont connus dans le monde, 3 au Sahara, 1 en Afrique du Sud. Le gisement a été exploité par M. Hugo et le professeur Lott,
grand préhistorien, particulièrement réussi selon Moni, selon Moni, et c'est en anglais. Alors voilà les bulletins d'information que faisait paraître la mission Bernier-Terré et les découvertes qui se passaient au fil des jours. Alors on appelle les pebble tools les galets outils. On peut admettre que sur ce plateau voisin du puits Inafalele, les hommes ont vécu pendant 600 000 ans, et c'est près d'une sépulture pré-islamique que la découverte a été faite. Plusieurs pierres délimitant cette sépulture étaient de précieux pebble tools et des environs en étaient jonchés. Et voilà, la mission aura quitté le site pour aller camper dans le lit de l'Oued Tafas à 7, à 90 km plus au sud. Toutes ces missions d'exploration du Sahara ont été l'œuvre de la France, et le musée de la préhistoire d'Alger en reste un témoin, puisque c'était dans ce musée qu'on mettait toutes les découvertes. Alors, je pourrais simplement ajouter qu'il y a eu l'expédition transsaharienne Citroën. Voilà, donc il y a j'en ai une autre. Voilà, l'expédition de Georges Étienne. Voilà, alors vous avez un très beau livre, si vous vous intéressez pour l'exploration du Sahara et toutes ces explorations successives, même de savants, les transsahariennes. Voilà. Mais le sujet est tellement vaste qu'il faut commencer. Alors on va passer maintenant, ayant fait un peu de découverte, on sait maintenant comment se situe le Sahara. On va passer à l'exploitation proprement dit. Il y a deux choses, on va vérifier. Les transports, il a bien fallu un réseau pour exploiter tout ça. Et puis, l'honneur, c'est le pétrole et les verdiers. Alors, la SAT. En 1933, la Société algérienne de transports tropicaux est créée. Le choix de l'adjectif tropical souligne l'intention d'établir des liaisons jusqu'à l'AOF. La SAT a été créée par le gouvernement général de l'Algérie pour ouvrir une ligne de car sur l'axe Alger-Tamamrasset et au-delà si possible. Et vous avez, on va jusqu'à Gao et puis après, tout est prévu. Donc les hébergements en hôtel ou en campement, les repas au restaurant, des petits déjeuners, etc. Et tout ça se fait en car pullman. Vous avez le dessin. Voilà des pullman qui permettaient de traverser le Sahara. Le service, on mettait 15 jours à peu près d'Alger à Tam, avec les étapes, etc. Ouais, donc c'était presque climatisé. En marge de ces deux sociétés majeures, il existait de nombreuses petites sociétés qui ont assuré les services de car réguliers ou de transport de touristes à la demande, avec des bases comme Djelfa, Biskra, Tougour. Leur destination était les gros bourgs, les oasis, qui n'étaient pas desservis par la Compagnie Générale Transatlantique ou par la SAT, mais aussi la Guad Gardaya. Donc voilà un peu les transports, comment vont s'organiser. Les zones touristiques les plus prisées étaient la Chekba, le plateau aride découpé par des ravins du Mzam. Alors voilà, donc là vous avez les... Alors ça c'était des camions très intéressants parce qu'il y avait une partie passager, petite partie passager, et puis une partie courrier et matériel. La compagnie SAT. Alors voilà autour du Mzam, petite aquarelle en passant, voilà. Toujours le petit artiste vous situe la chose, une aquarelle de Benizgen. Alors autour à Gardaya, vous avez les villes mozabites, donc Gardaya est le centre, Benizgen la ville sainte, dont les remparts étaient fermés le soir et puis un étranger ne devait vivre dans cette ville, Benizgen. Et puis vous avez Bounoura, Melika et la Palmeraie qui était la Daya. Voilà. Donc c'est les 5 villes
Voilà. Alors c'était l'endroit où se rendaient les touristes, mais il y avait un autre endroit, c'est le Soufre, hein, du côté de l'herbe orientale, avec ses palmiers plantés en entonnoir. Là on est en dessous de Tougourt, on descend vers El Oued, et là vous avez plein de palmeraies magnifiques à visiter. Voilà, donc c'était les deux pôles qui attiraient beaucoup de touristes avant qu'on découvre vraiment le Haut-Garage. Voilà. Hop, pardon. Alors les principales sociétés, c'était les firmes Delaunay à Djelfa, Boukamel à Gardaïa. Alors moi je connaissais bien personnellement M. Boukamel, parce que papa lui a vendu un jour 5 bus. Alors on a transbahuté les bus, on a conduit les bus jusqu'à Gardaïa, excusez-moi, et pour les vendre à M. Boukamel, qui était très content. Et donc ces bus servaient au transport des Mozabites vers la Mecque. Ça partait de Gardaïa, hein, ça traversait ensuite la Libye. La Libye. Donc il y avait une liaison directe pour la Mecque grâce au car Boukamel. Il y avait aussi la société de Vic à Biskra et à Tougourt. Alors il y avait aussi une filiale de la Transat, les sociétés autocircuits nord-africains, qui organisaient des circuits touristiques dans le Mzal. Et auparavant, c'était les services, tout ça se faisait en diligence. Mais enfin, on avait pu domestiquer et goudronner pas mal de voies grâce au pétrole. Donc voilà les différents véhicules. Voilà d'autres, la Compagnie Générale Transatlantique, bon, un billet de passage, vous voyez, donc c'est des... Et voilà surtout le réseau Étienne. Hein. En 1951, les réseaux Étienne vont prendre le dessus et faire qu'il y ait un réseau complet de cet ensemble de toutes ces voies, hein, donc qui descendaient, la voie Alger-Tam qui descendait direct sur Fort-Lamy, Tamamrasset, Agadez et plus bas. La deuxième, Colombéchard-Oran, Colombéchard, et vous avez l'Artémidouf, et on descendait vers Gao par Bidon 5, Regan, et c'est là qu'étaient tirées les fusées. Et puis la troisième grande voie vers Edgelé, Janet, et ici les puits de pétrole d'Edgelé. Donc ce réseau a été construit et il a été, grâce au pétrole, goudronné, enfin les grandes pistes ont été goudronnées en partie, jusqu'à, moi j'ai connu la route jusqu'à El Golea. Aujourd'hui c'est goudronné jusqu'à Insala. Je sais peut-être que c'est en cours là. Ouargla c'est goudronné et ici c'est goudronné. Là, tout le nord est entièrement asphalté, comme on dit. Avec des routes merveilleuses. Voilà. Donc ça c'est le réseau routier, puisque le train n'arrivait qu'à Djelfa, oui c'est très haut. Donc il fallait bien, et pour exploiter tout ça, et surtout les pétroliers, c'est grâce au pétrole qu'ici a vendu beaucoup de camions, qu'il y a des tas de compagnies qui les Mozabites ont été très forts pour créer des compagnies de transport, de taxis, etc., pour justement être au service du pétrole. Et bien le service du pétrole, on y arrive. Grâce naturellement à Vernier, vous me connaissez maintenant, et on va parler du Tessan. Dans les années 50, la recherche pétrolière bat son plein dans l'aire occidentale du Sahara. Et cette dernière activité implique des installations lourdes. Comment transporter sans problème vers les points de forage un matériel en plein désert? Il fallait avoir des camions qui puissent aborder des dunes de sable, donc avec une portance assez large, et en même temps supporter des charges très lourdes, puisqu'une pompe d'un forage, c'est 80 tonnes, quand elle n'est pas démontée. On a un petit morceau, on l'amène, on la monte. Hein, donc il fallait trouver des camions. Berlier a répondu à un appel d'offres, justement, en disant on va le faire. Un camion géant avec une capacité exceptionnelle et une charge gigantesque.
Le premier camion va être présenté dans un grand soirée et enfin au Salon de Paris en 1957. Donc il a fallu 7 ans d'études, etc. pour arriver à mettre en route ce qu'on avait intuité en 1950. Avec des dimensions hors normes qui imposaient la construction d'un hall sur mesure. Et Berlier, premier constructeur français de poids lourds, a démontré sa capacité de parvenir au but qui s'était fixé. Le premier tesson de la série, alors voilà, donc ça c'est au salon de 57, la présentation. Le premier tesson qui a été construit va être surtout un modèle d'exposition et il va être présenté à Alger. Vous voyez, donc là vous avez l'arrivée à Alger du tesson. Vous voyez un peu la grandeur. Et alors, donc c'est un camion qui va ensuite, qui effectuera des tests. Il sera rallongé, bon, peu importe, un pain rouge, il servit de transport de l'eau de charge, voilà. Et il servira essentiellement, le premier tesson, le numéro 2, va être employé à Sim et Saoud comme navette entre les puits. Donc, de temps en temps, plutôt que de démonter totalement un derrick, on couchait le derrick suffisamment et on le mettait en partie sur le camion avec une espèce de roulette à l'arrière pour pas des verres. Et on avançait, on arrivait à déplacer les puits comme ça. Donc on a fait de très belles choses. Et voilà la présentation du tesson, ouais, Berlier. Alors vous avez à peu près la dimension ici, des roues. Hein, bon, moi j'arrivais à cette hauteur, j'étais là. Voilà. Je crois que la roue fait 1,80 m de diamètre. Voilà, donc le tesson. Alors à l'arrière, c'est une photo amusante qu'avait pris papa quand ils ont présenté le tesson au Sahara. C'est qu'à l'arrière, vous avez la roue de secours. Voilà. Il faut un camion pour porter la roue de secours. Et le camion, c'est déjà un gros camion, c'est un TBO. Hein. Voilà. Et derrière, vous avez le réservoir. Donc vous avez un camion, parce que ça consommait, malgré, hein, oui, il y a 600 chevaux, hein, donc il fallait bien alimenter quand on faisait des petits tours, même dans le désert, pour pas grand chose, et présenter ça aux clients, les futurs acheteurs mozabites qui étaient là-haut. Il fallait être astucieux. Et voilà. L'entreprise. Alors voilà le tesson au travail, parce que tout ça c'est pour rigoler, mais voilà le tesson avec sa charge de 80 tonnes. Voilà. Cet engin, alors il fallait déjà le mettre sur un camion, et grâce à ces pneus énormes, il pouvait déplacer des charges sur le sable, sans s'enfoncer. Donc c'était une prouesse, alors voilà. Alors, pour continuer sur après un passage à Rouiba, donc il fut présenté aux pétroliers et disons la fondation Berlier quand même le garder. Alors ça c'était simplement pour rappeler le pétrole. Voilà, mais ça on a eu des conférences sur le pétrole, je pense qu'on en aura d'autres. Donc là, je passe très vite, mais voilà, c'est pour rappeler que et surtout, très belle photo là, que m'avait donné mon père. Voilà M. Boukamel, dont j'ai parlé tout à l'heure. M. Paul et M. Paul et Maurice. Et les deux, voilà, oui. Voilà, Maurice Berlier. Et voilà. Donc, une grande famille qui a contribué beaucoup à la découverte et à la mise en place du Sahara, au Sahara. Alors la fondation Berlier, qui a été rachetée, vous savez que Berlier a été racheté par Renault, et puis Renault, maintenant c'est Renault Truck, c'est racheté par je ne sais pas qui, bon, peu importe. Ils ont demandé à cette occasion le don du numéro 2, le camion numéro 2 qui avait travaillé à Sim et Saoud, était resté comme une épave au milieu des champs de ruines, des derricks, voilà. Il était là. Il a fallu demander une autorisation à l'Algérie pour rapatrier cette épave. Donc il y a des fous qui sont partis là-bas, ils étaient 4.
Ils ont décidé de le remettre en état. Voilà. Vous les avez là sur cette photo. Ils ont remorqué l'épave à travers la Mauritanie pour l'embarquer, je ne sais plus où. Ils l'ont remis en état et maintenant les tessons qui ont été construits sont au musée Berlier à Lyon. Voilà, vous avez le tesson, 700 chevaux. Et alors, parallèlement à ce qui se faisait pour le Sahara, il se faisait la même chose pour les mines en Vendée. Il y a des mines d'uranium qui avaient été commencées à être exploitées. Alors, je ne sais pas si ça se fait toujours, là, je n'ai pas aucune nouvelle. Mais il y a des camions qui avaient été faits par Berlier, et c'est celui-là, avec une benne spéciale pour les mines d'uranium, pour les Français. Voilà. Donc, et à travers cela, vous voyez, petite idée à la fin de l'ensemble de tout ce qu'apportait la route au Sahara. Là, vous avez à la fois les militaires ici, hein, avec une gazelle, par exemple, une gîte. Et puis de l'autre côté, là, on est à Gardaïa. Hein. On est dans l'Oued. L'Oued, il n'y a pas d'eau. Hein. Il y en a de temps en temps, mais... Voilà, et donc vous avez les camions de transport en tout genre, pour la nourriture, pour le matériel, etc., qui sont là. Et ça permet encore de voir que c'est la route qui a permis d'ouvrir tout ça au Sahara. Alors, dernier petit point, j'espère que je ne suis pas trop long. Voilà, la tradition saharienne, parce qu'à force de parler du Sahara, des dunes, de l'herbe, etc. Bon, je ne vais pas parler des montagnes, des choses magnifiques que vous pouvez voir à la gauche, et surtout, donc on va parler des fêtes de Choufane, voilà, des traditions sahariennes. Donc ça, j'ai eu la chance d'en vivre, parce que papa ayant un garage à Gardaïa, donc j'étais souvent, donc j'ai amené des camions. À l'âge de 16 ans, j'ai pu être émancipé pour pouvoir conduire des camions. Ça ne se faisait pas, mais enfin, j'étais plus petit que le camion, je volant comme ça. Mais parce que quand papa faisait des livraisons au Sahara de Berlier, on les recevait, ils venaient de Lyon. À Lyon, ils étaient fabriqués à Vénissieux. Ils arrivaient à Alger, à Rouiba. Là, ils étaient finis de monter, on mettait les différents accessoires, la benne qu'il fallait en fonction du client, etc. Et ensuite, il fallait transporter ces camions neufs jusqu'au Sahara pour les livrer à Gardaïa, au garage de papa. Et donc, pour ça, il fallait plusieurs chauffeurs. On était des convois d'une dizaine. Et un jour, il m'a dit, eh ben, toi, t'es presque assez grand, et j'ai le droit de conduire 2 fois d'amener des camions au fin fond du Sahara. Et c'est comme ça qu'on a participé, j'ai passé un Noël à Gardaïa aussi. Et c'est comme ça qu'on a participé aux fêtes. Et papa ayant un garage, il avait une maison là-bas, donc on a pu vraiment s'imprégner de ça, aller boire le thé sur la dune avec les ouvriers, hein, quand ils arrêtaient à 3 h d'après-midi, parce qu'ils travaillaient très tôt le matin, et à 2h30, 3 h, c'était enfermé, il faisait commencer à être trop chaud. Et après, quand on reprenait, vers 7 h, on allait boire le thé sur la dune, de l'autre côté de l'Oued. Bref, je reviens en fait de Choufane. Voilà. Alors ce sont des primes qui sont données, c'est comme les comices agricoles en France. Voilà, c'est les comices agricoles, c'est une fête de Choufane. Donc c'est les primes aux éleveurs, et ceux qui ont les plus beaux dromadaires, les plus beaux méharas, hein, donc des pays des champs en bas, autour d'une ZAB. Donc c'était vraiment des très belles fêtes qui célébraient donc l'agriculture et les chameaux. Là, vous avez donc les chamelles blanches, voilà, le mystère. Alors le pays du mystère, la Chekba, au réseau jadis impénétrable, ouvre maintenant ses portes à la vie du dehors. Le Mzab, avec sa ville sainte, Benizgen, et les champs en bas, ces rudes méharistes au visage buriné, par les vents brûlants du Sahara, vous accueillent dans leur retraite inviolée.
Ces fêtes traditionnelles pleines de folklore et d'images sahariennes se déroulent à Gardaïa et sont organisées au profit d'œuvres de bienfaisance de la commune. Elles sont placées sous la présidence de M. le ministre, gouverneur général de l'Algérie, avec le concours de la musique militaire sur place, et souvent c'était la Légion qui venait. À ce programme, il y a possibilité de s'arrêter à la kermesse, et puis de voir l'exposition artisanale du Mzab. On peut aussi, à l'extérieur, aller au Belvédère, avoir une vue sur la Pentatole, c'est-à-dire les 5 villes saintes, là. El Atef, Gardaïa, Benezgen, Meliga et Bounoura. Visiter la ville sainte ou aller à 32 km, voir Metlili et Chamba. Voilà donc. Alors, il va y avoir donc différentes manifestations sportives, dont une qui est la course des chamelles. Ces chamelles blanches, donc étaient élevées par les chefs, étaient destinées à des courses un peu comme les Fantasias, où vous aviez des courses de chevaux, et puis on court, et la Fantasia, le but c'est d'arriver à un moment donné à un signal, c'est en principe il y a un roulement de tambour, et paf, on s'arrête un peu sec, et on doit tirer tous en l'air, on ne doit entendre, si c'est bien fait, qu'un seul coup de fusil. On ne doit pas entendre pam 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 pam, mais on doit entendre pam, très fort. Ils ont tous tiré en l'air ou en bas. Voilà. Donc ça, c'était les Fantasias qu'on connaissait. Mais avec les chamelles, c'était un peu différent. Vous aviez des musiciens qui, alors ça c'est très bien dit dans le livre de M. Gast qu'on avait reçu ici, et qui nous avait fait une conférence sur le professeur là, auprès des Touaregs. Vous retrouverez Gast. Et les fêtes de Tikatoutim. Il a été on l'a les bibliothèques. Je pourrais vous renseigner. Donc ces chamelles courent à toute allure et au son d'un tam-tam, et soudain un coup de tam-tam violent les fait arrêter et elles doivent se dresser. Elles ne peuvent pas se dresser sur le patte avant, hein, c'est pas comme un cheval. Mais donc relever le cou au maximum, hein, et le présenter, vous voyez, donc avec la fierté de ceux qui les guident. Donc c'était voilà, des grandes c'était la manifestation sportive que l'on pouvait découvrir. Voilà, c'est un chauffage. Vous aviez, donc ça c'est bon, un puits pour vous montrer un petit peu le puits de la Daya. Là on est tout à fait dans les palmeraies. Donc pour puiser, ben, c'était soit un dromadaire, soit un âne, vous voyez, qui remontait la guerba qui était au fond du puits. Elle montait avec l'eau. Et quand on arrivait en haut, il y avait un tuyau qui mettait, qui remplissait le bassin, l'âne y tournait et il remontait. Et le dromadaire, il fait la même chose. Voilà. Vous aviez donc les marchés, là c'est un marché à Gardaïa. Voilà. Donc vous aviez... Alors il y avait aussi des fois des présentations de danse nègre. Ça aussi, ça se faisait pas mal. Surtout dans le Mzab, parce qu'ils sont même montés jusqu'à Alger. Voilà. Et là, vous aviez donc des concerts, etc. Et voilà le programme d'une fête de Choufane où on avait tout donné, voilà, avec différents trucs. Ouais, danse nègre, à la place du marché, l'apéritif, un concert oriental. C'est une très belle chose, tout ça pour maintenir les belles traditions des chambres. Voilà. Alors, je n'ai rien dit sur les traditions touareg. Oui, les touaregs. Voilà. Le tout va être, sera clôturé donc par la Fantasia, avec un feu d'artifice et une soirée dansante à l'hôtel Transat, parce que l'hôtel Transat, c'était les plus beaux hôtels qu'il y avait au Sahara. On peut voir d'après certaines pages de réclame dans tout le Mzab, là, les fêtes, bon, hein. Je passe. Alors tout ceci se passait dans les années 50. Hein. Depuis, la France a cédé le Sahara à l'Algérie. La wilaya de Gardaïa compte aujourd'hui 330 000 habitants, souvent déchirés par des conflits ethniques et religieux, surtout religieux, parce qu'ils croient au même Dieu, mais pas de la même manière. Alors, et ça fait des massacres, hein, parce qu'il y a eu dernièrement un massacre à la Gouatte, où justement toutes sont passées par le fil de l'épée, enfin,
un certain nombre de femmes qui étaient d'origine algérienne et qui étaient au service donc, des gens dans les hôtels, etc., et qui ont été exécutées de sang-froid. Ils sont passés à la boîte et dernièrement à être gelés aussi. Bon, donc ça s'est passé en 2013. En 2015, les Arabes sunnites se sont affrontés aux Mozabites, qui sont d'origine berbère, ils sont ibatites. Voilà. Donc les sunnites, les ibatites. Les intérêts pétroliers aussi, des gros enjeux. On a du mal à... Il y a différentes compagnies, ça a été nationalisé, ça a été redistribué, parce qu'il y en a qui se font leur beurre dessus. Des intérêts territoriaux, avec les incursions de la Mauritanie, du Tchad, un petit peu de la Libye, mais maintenant ça ne se fait plus, heureusement. Voilà. Mais ma famille avait un garage à l'époque prospère à Metlili, et c'était quand même une autre histoire. Voilà donc un petit peu les différentes choses. La ville sainte de Benizgen, dont j'ai parlé, alors qui était très très belle ville mozabite, ceinturée de remparts. Et à l'heure de la prière du soir, il y avait le muezzin qui rappelait que c'était qu'aucun étranger ne devait rester dans la ville. Et les gardes y veillaient sérieusement. Voilà, j'espère que l'Imidir restera tranquille à l'image de cet bel endroit. Alors l'Imidir se trouve, vous avez le Hogar ici, et l'Imidir se trouve par rapport à l'axe Tamam Rasset, Insala, se trouve de ce côté. Mais c'est les mêmes paysages que du Hogar, que j'adore. Et pour finir, un beau méhariste, avec ses attributs, les naïls pour marcher sur le sable, c'est-à-dire des tongs, mais un peu plus larges, en cuir, et qui portent bien, les naïls, et l'écuelle, pour chaque fois qu'on arrive à un puits, la première chose, c'est nettoyer le début du puits, et aller puiser l'eau, laisser décanter le sable, et boire. Donc vous avez les deux outils essentiels du méhariste qui va traverser. Voilà. Et dernière image, surtout si vous avez aimé le Sahara à travers ça, allez à Montpellier pour visiter le Crès. Voilà. Il faut vraiment aller voir ce musée. Pourquoi? Parce que d'abord c'est pas un Saharien, c'est un Montpelliérain qui a récupéré des collections, dans la collection du professeur Monod. Il a récupéré des tas de choses de la Périne que l'armée ne voulait plus. Tous les débris de l'avion de la Périne allaient être jetés. C'est lui qui les a récupérés et mis dans des vitrines, du musée saharien du Crès. Et ce monsieur ne sait pas trop quoi faire de toutes ces collections parce qu'il a vraiment accumulé des choses. Il a récupéré en partie des choses qui étaient à l'école d'infanterie qui était à Montpellier. Voilà. Donc, voilà ce musée où on peut revoir un peu tout ce que je vous ai dit en désordre. C'est pour ça que j'ai appelé ma conférence Facettes. C'est trop dur d'aborder le Sahara d'emblée. Alors en vous présentant des petites choses, j'espère que vous avez compris. C'était un paysage dur, mais par contre, que c'était beau. Merci. Bravo Hervé, merci beaucoup pour cette très belle conférence. Intéressante et très bien documentée. Voilà, je crois que tout le monde a bien apprécié. Donc on te remercie énormément. Et puis bon voilà, s'il n'y a pas d'intervention, pas de questions.